et de la composition de la dépense publique. Une amélioration des stratégies de mobilisation des recettes publiques sera faite. Une évaluation et une amélioration des réformes fiscales et douanières. Une évaluation et l'application de la loi numéro 1101 du 13 juillet 2011 sur les finances publiques. Nous ferons une évaluation et poursuite de la mise en œuvre de la réforme de la TVA. Nous allons veiller au respect scrupuleux. Nous allons faire des réformes du système bancaire et financier par la création des banques spécialisées, banques agricoles, banques d'habitat, banques publiques d'investissement, etc. Nous allons élaborer un code des investissements du secteur bancaire, des mesures incitatives pour les banques à accorder des crédits au secteur stratégique. Nous ferons une création d'une bourse des valeurs immobilières, des soutiens aux investissements de long terme. Et nous ferons la promotion des activités des microfinances et de leur déploiement en province. De la politique de la dette. Une demande, la BAD, qui constitue des gages de la mobilisation des ressources extérieures. Feront respecter des échéances de paiement du capital et du service de la dette. Nous allons mener des réformes de l'Office de gestion de la dette publique, appelé OGDEP, en lui donnant les outils nécessaires et les moyens humains, ainsi qu'une autonomie financière. La République démocratique du Congo ne peut pas aspirer à un quelconque développement sans l'apport du secteur privé, c'est-à-dire des hommes d'affaires, des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. En dépit de plusieurs réformes déjà menées, les classements de l'édition 2015 du rapport de la Banque mondiale Doing Business aux investissements. Nous allons poursuivre une campagne de vulgarisation de la législation OHADA, donner les moyens au comité de pilotage pour l'amélioration du climat, mécanisme des garanties des investissements auxquels le Congo a adhéré. Nous allons renforcer la sécurité juridique et du système, la vulgarisation du guichet unique intégré électronique du commerce extérieur et du code des douanes. Nous allons donner à la SNEL les moyens d'améliorer la fourniture d'énergie, c'est-à-dire brosser rapidement et résumer notre livre qui fait 211 pages, que je ne saurais pas résumer en moins de 2 minutes. Vous aurez l'occasion de lire ces livres et prendre connaissance de toutes les mesures. Comme vous l'aurez constaté, le pays est dans un état de délabrement avancé, dans une déliquescence avancée. Le travail est énorme. Nous avons besoin de tout le monde, des investisseurs et de la volonté des Congolais d'aller de l'avant pour reconstruire ces grands et beaux pays. Nous voulons respecter ce que nos ancêtres, ce que nos aînés nous ont dit. Nous voulons reconstruire un Congo nouveau, un Congo plus beau qu'avant. Voilà, je vous remercie, j'ai dit. D'abord, je tiens à saluer la présence du représentant du président Ouad. Le représentant, on le salue. Où est-ce qu'il est? Lève-toi, représentant du président Ouad. Voilà. Mais je salue aussi le représentant de Comores, qui est parmi nous lui aussi, et qui se dit, si demain,
mon papa est élu, il faudrait qu'il fasse un tour aux Comores. On l'applaudit aussi. Alors, vous allez constater que dès que le président sera élu, la première des choses, il va s'entourer de jeunes, les jeunes compétents, ceux qui maîtrisent tout ce qui est numérique. Il va s'entourer d'hommes et de femmes. Il va respecter la parité. Et je salue toutes ces femmes qui sont là. On les applaudit. Mesdames, on vous applaudit. Mon papa se bat pour vous. Une fois élu, il va mettre fin à ces violations de femmes que vous voyez tout le temps sur les chaînes de télévision. Mon papa, c'est l'homme qui va, à sa manière, réparer les femmes. Et en même temps, il va faire en sorte que le transfert de technologie soit applicable. C'est-à-dire que nous allons faire en sorte, avec lui, qu'en République démocratique du Congo, qu'on puisse façonner toutes les bonnes matières premières là-bas, au lieu de le faire à l'étranger. Et souvent, quand l'étranger, évidemment, façonne ces matières premières, on les revend aux Congolais à prix inacceptable. Donc, mon papa va se battre pour que le transfert de technologie devienne quelque chose d'effectif. Et j'ajoute, pour la paix dans la sous-région, c'est ce qu'on appelle le marché commun régional. Pourquoi les Katangais, je veux dire les Rwandais et quelques, parfois Ougandais, s'attaquent à un pays frère, un pays accueillant comme la République démocratique du Congo? Je pense que Kagame a tort. Et il faut que l'Union africaine le lui dise. Il faut que l'Union européenne le lui dise. Le Rwanda ne doit pas attaquer son pays, son ami, son frère de la République démocratique du Congo. Et mon papa va se battre pour qu'il y ait ce qu'on appelle un marché commun régional. Où, si par exemple la République du Congo a suffisamment de pétrole, les pays qui n'en ont pas suffisamment pourront venir pratiquement se servir, mais de manière juridique, de manière respectable. Le piège des matières premières d'un pays africain par un autre pays africain est aussi odieux que le pillage des matières premières de certains pays étrangers. C'est-à-dire que quand le mal, c'est le mal, il faut qu'on apprenne à nous respecter nous-mêmes et qu'en République démocratique du Congo, je vois en mon papa une sorte de Mandela. Et il a prononcé le nom de Mandela. Il y a des difficultés, certes, mais il y a la foi. Je pense qu'avec lui, enfin, la République démocratique du Congo va devenir un pays émergent. Maintenant, messieurs les journalistes, vous allez poser des questions, il n'y a pas de tabou. Ce que je vous demande, c'est d'être concis. Ce n'est pas un meeting, c'est une conférence de presse. Et je compte sur vous pour que demain matin, je vois ça sur la télévision, si vous avez une télévision. On en parle à la radio. Je m'étonne que RFI, qui avait promis d'être là, ne soit pas venu, parce que mon souhait était de voir demain matin mon papa dans les machins pour dire voilà ce que je propose pour la République démocratique du Congo. Maintenant, je tiens à saluer les Français une fois de plus. Il l'a dit, et il a raison de le dire. La France-Afrique, ce n'est pas du tout le peuple français. Et je salue ce Français, si vous voulez vous lever. Voilà un Français patriote. Levez-vous. Il est bien. Il est bien. Il a toujours lutté contre la France-Afrique. Parce que j'ai le sentiment que les gens confondent la France-Afrique, c'est-à-dire la partie mafieuse, la partie qui veut coûte que coûte avec les bobs de nard, faire des coups d'État. Et les focards. Le ministre est là. Le ministre lui-même lutte contre ça. Donc il ne faut pas confondre le bon peuple français et sa mafia. Donc quand mon papa sera élu, quand une fois élu, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait ce que j'appelle ce genre de coopération apaisée et bénéfique pour les uns et les autres. Maintenant, qui veut poser la première question? Ah, le voilà là-bas. Ce monsieur, comment il s'appelle encore? Monsieur Karasoli. Descendez, mon cher confrère. Voilà, il y a un micro-baladeur. Vous posez la technologie. Nous sommes mieux informés que ceux qui sont sur place. Et c'est pourquoi nous avons fait ces diagnostics sans complaisance. Et nous avons proposé des solutions. Et en lisant mon livre, vous allez comprendre que je ne suis pas ignorant des problèmes.
pourquoi je propose des solutions. Moi, le fait d'être en France depuis 17 ans m'a beaucoup appris. J'ai appris la démocratie. J'ai appris une grande expérience. Et la gestion. Et la gestion des biens publics. Nous savons très bien, ici, par exemple, dans ces pays, si vous trichez avec 5 électeurs, simplement, vous risquez la prison. Mais chez nous, l'actuel président a triché avec 3 millions de voix. Et il est au pouvoir. Le fait d'avoir des cultures, c'est une chance pour moi, puisque j'ai double culture. Une culture africaine, puisque j'ai quitté mon pays à l'âge de 36 ans. Mais je vous dis qu'aujourd'hui j'ai 56 ans, donc je connais exactement la culture africaine. Je connais mon pays de fond en comble. Je le connais parfaitement puisque j'ai sillonné tous les pays pour traiter des épidémies, je l'ai dit. Je connais tous les problèmes. En dehors du délabrement de son tissu économique, de la santé, de tout ce qu'il y a comme corollaire de cette guerre qui a fait 20 ans. Et vous vous rendrez compte que je connais tous les problèmes, tous les maux dont souffrent ces pays. Donc je ne suis pas un étranger. Et mon retour au pays est attendu sérieusement par tous les Congolais, puisque je suis un candidat indépendant. Je n'ai pas de parti politique. Et les Congolais préfèrent cela. C'est ça l'alternance. Ils ne veulent plus de politiciens vagabonds qui n'ont pas d'idéologie politique, qui suivent le pouvoir comme les poissons suivent l'eau. Aujourd'hui, les Mobutistes sont devenus des kabylistes. Donc c'est pourquoi je vous dis sincèrement que je connais très bien le problème et les maux qui rongent mon pays. Et je vous ai décrit tous les conflits qui existent. Et j'ai proposé des solutions. Voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question. Aujourd'hui, même la Chine est ouverte. Vous pouvez aller en Chine et tester là-bas. Et pourquoi vous allez fermer? Simplement, ce qu'il faut faire, c'est faire respecter la loi. Comme les journalistes, Nassine l'a dit, il faut prendre les bons côtés des investisseurs. Il y a des investisseurs qui respectent la loi, qui respectent les pays d'accueil. Si nous venons ici en France, nous respectons la loi et nous respectons les règles démocratiques de la France. Donc, c'est à nous de faire respecter la loi et d'accepter d'abord, puisqu'aujourd'hui, quand vous voyez tous les pays du monde font de la promotion. J'étais à une conférence du Commonwealth. J'ai vu le Cameroun. J'ai vu le Nigeria. Ils ont fait des stands. Ils appelaient les investisseurs à venir investir à Lagos. Comment investir à Lagos? Quelles sont les opportunités? C'est ça qu'il faut suivre. Actuellement, c'est ça. Il faut ouvrir les pays à l'investissement, mais bien organisé et bien encadré. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans mon pays, il y a une guerre. Ça fait 20 ans. C'est parce que nous n'avions pas utilisé cette politique-là bien avant. S'il y avait des investisseurs, s'il y avait une ouverture, les gens ne pouvaient pas venir piller. Puisque ça serait mis en valeur. Nous n'avons pas mis en valeur nos richesses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas d'industrie, on n'a pas de structure. Et moi, je pense que ce n'est pas une bonne politique de s'enfermer. Il faut faire une politique d'ouverture. Et cette politique-là, s'il est bien suivie et bien encadrée, vous irez vers le développement. Ben, tout en sanctionnant les inciviques, tout en sanctionnant ceux qui ne respectent pas la loi de votre pays. Voilà. Merci. Ça.
Et c'est ce que propose le docteur Dona Moupapa Kibadi. Moi, quand j'ai vu Laurent Gbagbo, quelques 2 ans avant qu'il ne tombe, ensuite, quand il y a eu l'élection présidentielle, et on lui a dit qu'il a été battu. Et j'ai dit, il est là maintenant à La Haye, si on te dit que tu as été battu, tu as déjà fait plus de 10 ans de pouvoir, à mon avis, il faut accepter que Ouattara vienne. Ensuite, tu reviens en bon opposant. Toute la Côte d'Ivoire sera derrière toi. Ouattara fera peut-être un mandat, tu seras réélu démocratiquement. Malheureusement, il ne m'a pas écouté. Je suis sûr que s'il était parti, il serait peut-être aujourd'hui, au lieu que Ouattara fasse un deuxième mandat, c'est peut-être Laurent Gbagbo qui serait là aujourd'hui. Donc tout ce qui peut prêter à confusion, il n'est pas question. Il n'est pas question pour nous de faire la cour à la France et de faire ce qu'on appelle la politique de Yabon Banania. C'est fini ça, rassurez-vous. C'est pourquoi nous sommes allés à l'école, c'est pour permettre à nos pays respectifs de se développer par l'intelligence, par la bonne gestion, contre les violations des droits de l'homme et ça me fait plaisir quand lui-même il parle tout à l'heure des enfants qui sont plus ou moins sacrifiés, qui sont considérés comme des enfants sorciers. Maintenant, mon papa est un intellectuel comme vous et moi, il faut coopérer avec la France, mais il faut coopérer avec raison et avec vérité. Mon cher confrère, si vous voulez poser votre question. Connu une guerre entre lui et M. Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire que ce n'était pas une élection transparente. En 2011, nous avons aussi assisté à un hold-up électoral. Et là, le problème, c'est que le président actuel n'a plus le droit de se représenter puisqu'il est à son dernier mandat. Il a essayé de changer la Constitution. Il a essayé de contourner cela par une loi électorale. Mais la population est descendue dans la rue et a payé de lourds tributs puisque leur manifestation pacifique a été réprimée dans le sang le 19, le 20 et le 21 janvier 2015. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a une résolution de l'ONU 2293 du 23 juin 2016. L'ONU reconduit les sanctions, régime des sanctions. Mais si l'ONU reconduit ces régimes des sanctions, c'est qu'il y a une violation des droits de l'homme au Congo. Tous les jours, il y a des massacres et il y a un rétrécissement de l'espace démocratique. Nous ne pouvons pas nous exprimer au Congo, au risque d'être en prison ou tué. Et les élections aujourd'hui, je dis, sont hypothétiques puisque le président actuel n'est pas prêt à faire ses valises. Et dans son parti politique, ils disent qu'il n'a que 45 ans et il ne voit pas comment un jeune homme de 45 ans peut prendre une retraite. C'est grave, ça m'a fait rire. Il dit, mais écoutez, ces messieurs pensent qu'un mandat présidentiel, c'est un CDI. C'est pas un contrat à durée déterminée. C'est un mandat qui se termine le 19 janvier à minuit. Et le 20 décembre, le 19 décembre à minuit, son mandat se termine. Il a fait 5 ans, 2 fois 5 ans. Donc ça fait 10 ans, pas plus, même pas un jour de plus. Ça c'est la Constitution. Il doit respecter la Constitution. Pour nous, le 20 décembre, pardon, s'il n'arrive pas à organiser les élections en temps et en heure, le 20 décembre, tous les pays de la communauté internationale ne vont plus lui reconnaître ses droits, puisqu'il n'aura pas de mandat. Ça sera un usurpateur.
il n'aura plus de légitimité. Donc, nous attendons. Il avait proclamé, ils avaient sorti un calendrier électoral après les massacres de janvier. C'était au mois de février, sous la pression de la communauté internationale. Mais il n'a jamais respecté ces calendriers. Les élections provinciales qui devraient avoir lieu l'année dernière n'ont pas eu lieu. Les élections, aujourd'hui je vous parle, le Sénat n'a plus de mandat. Légitime. Et ça fait, oui, légitime. C'est depuis 2012 que le Sénat devait être renouvelé. Ils n'ont pas de mandat. Ils continuent encore. Et ils ont fait un terme qu'ils ont inventé. Alors le président ne trouve aucun inconvénient pour glisser lui aussi à son tour. Mais cette fois-ci, le peuple congolais est vent debout. Et nous disons non au glissement du président et de l'Assemblée nationale. Puisque le Sénat est sur une pente glissante. Mais nous ne voulons pas qu'il glisse lui aussi. On n'a pas de toboggan. Il va partir cette fois-ci. Et nous sommes prêts à l'aider à partir. Voilà, merci. Le courage que vous avez, et surtout pour essayer de redresser ce pays qui est un beau pays, j'en suis persuadé, j'ai été déjà, et je ne suis pas déçu de ce que j'ai vu, mais à trouver, selon vous, hein, pour pouvoir rétablir ce pays et réconcilier ce peuple qui n'arrive pas encore à trouver ce bon équilibre, justement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment allez-vous procéder pour pouvoir faire en sorte que ces gens arrivent à comprendre que l'avenir ne peut être qu'ensemble et pas autrement?